Jusqu'où l'humanité est-elle allée pour punir ceux qui désobéissent? Des cages de fer exposant des corps en décomposition aux machines conçues pour infliger une douleur inimaginable, voici les 30 punitions les plus effroyables de l'histoire. Numéro 16, la collecte des touques. C'étaient des instruments d'humiliation et de honte publique. Couramment utilisé par le passé, le pilori consistait à enfermer la tête et les mains d'une personne dans un cadre en bois, semblable à ce que l'on voit dans les films médiévaux. Ils étaient souvent surélevés pour que les gens puissent facilement voir la personne, tandis que le pilori immobilisait ses pieds et parfois ses mains au niveau du sol, ce qui en faisait une position particulièrement inconfortable. Ces dispositifs étaient généralement installés sur les places publiques et la personne qui y était enfermée devait endurer les moqueries et les abus des passants, qui lui jetaient de la nourriture avariée, de la boue et lui criaient des insultes. On l'utilisait pour des délits comme le vol, la calomnie ou le trouble à l'ordre public. L'idée n'était pas seulement de punir le contrevenant, mais aussi de servir d'avertissement aux autres. En gros, une exposition publique du genre « ne fais pas ça, sinon tu finiras ici toi aussi ». Honnêtement, ça a l'air horrible. Tu es coincé avec les mains attachées et ensuite les gens te lancent ce qu'ils veulent tout en te disant ce qu'ils pensent. Quelle époque affreuse. Numéro 15, le feu. Le bûcher, l'un des châtiments médiévaux les plus infâmes, était pratiqué de Babylone à l'Europe pendant la chasse aux sorcières. Contrairement à la croyance populaire, cela ne vient pas des églises, mais de petits villages qui réglaient leurs problèmes en brûlant des gens. Cela s'est popularisé en France en 1431 avec des exécutions comme celle de Jeanne d'Arc. Aussi terrible que cela puisse être, c'était plus rapide que d'autres châtiments, surtout lorsqu'on utilisait de la poudre à canon pour intensifier le feu. Un autre châtiment brutal consistait à tenir un fer chauffé à blanc et à marcher. 3 jours plus tard, si les mains guérissaient, on considérait la personne innocente. Si elle restait abîmée, elle était coupable. C'est ainsi que fonctionnait la justice à l'époque. Numéro 14, Nakal. Le passage sous la quille était une punition réservée aux pires contrevenants en mer, surtout les pirates. On l'utilisait pour les marins qui désobéissaient aux ordres ou commettaient de graves erreurs. La victime était suspendue à une corde avec des pierres ou des poils attachés aux chevilles, puis descendue dans l'eau, où elle était traînée sous la quille du navire, dont la partie inférieure était couverte de balanes tranchantes et dangereuses. Les bateaux de cette époque étaient vieux, donc il y avait des couches et des couches de balanes qui te déchiraient. La combinaison de l'eau et de la douleur en faisait une punition mortelle. Quelque chose à voir avec des balanes dans la mer? Non, pas du tout. Je révélerais des secrets comme Barbe Noire lui-même, si ça pouvait m'éviter ça. Numéro 13, la potence. Imagine être accusé d'un crime dans l'Antiquité et qu'après l'exécution, ton corps ne soit pas simplement enterré. Non, ce serait bien trop simple. À la place, ton corps était enfermé dans une cage en métal et suspendu à une structure haute appelée potence. C'est comme une cage à oiseaux sinistres, mais pour les humains. Et, bien sûr, elle n'était pas cachée dans un endroit privé. Non, la cage était placée à la vue de tous, en plein centre du village, où tout le monde pouvait la voir. Avec le temps, le corps se décomposait et restait exposé à l'air libre, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Alors, pourquoi faire cela? Il s'agissait d'utiliser la peur pour contrôler la population. L'idée était que voir un corps en décomposition suspendu sur la place du village effraierait les gens et les inciterait à obéir à la loi. C'était une manière brutale et très publique de rappeler à tout le monde ce qui pouvait arriver s'ils enfreignaient les règles. La prochaine fois que tu penses à commettre un délit, imagine-toi devenir la prochaine attraction de la place du village. C'était une méthode de punition sévère et effrayante destinée à maintenir les gens à distance. Alors, soyez reconnaissants que nous ne fassions plus ça aujourd'hui. Numéro 12, métal fondu. C'est une autre forme de peine capitale qui vous dira peut-être quelque chose si vous avez regardé Game of Thrones. C'est aussi horrible que ça en a l'air. Dans ce châtiment, le métal était chauffé dans un chaudron pendant longtemps jusqu'à ce qu'il devienne liquide. En gros, du métal fondu, comme une soupe de minéraux brûlants. Burk, pas vrai? Le métal fondu était versé sur la tête ou, plus couramment, dans la gorge de l'accusé. Ce n'était pas une méthode pour obtenir des informations. C'était une manière brutale et définitive de mettre fin à la vie de quelqu'un. Après ça, il ne parlait plus, c'est certain. Apparemment,
Cette méthode d'exécution a été utilisée dans l'Antiquité sur un riche général romain nommé Marcus Licinius Crassus. Le métal en fusion brûlait la peau et les muscles, les cuisant littéralement, puis, après quelques instants, il se solidifiait, laissant un résultat horrible. Ce n'est vraiment pas joli à voir. Numéro 11, le corps. Imagine être puni pour un crime brutal, seulement pour que ta punition se poursuive même après ta mort. Ça paraît extrême, non? Eh bien, à l'époque victorienne, pour certains crimes particulièrement atroces, la punition ne se limitait pas à l'exécution. Le système judiciaire avait un certain goût pour le dramatique et le macabre. Après l'exécution d'un criminel, son corps pouvait être exposé publiquement en faisant un véritable spectacle. Considère cela comme un avertissement glaçant. Tiens-toi à carreau, ou ça pourrait t'arriver à toi aussi. Mais ça ne s'arrête pas là. Parfois, ils allaient jusqu'à disséquer le corps, l'ouvrant et souvent devant un public. Ce n'était pas pour la science. C'était une punition à la mode victorienne. C'était leur façon de dire que la loi n'avait pas seulement le pouvoir de t'ôter la vie, mais aussi de contrôler ton corps après la mort. Cela servait de rappel brutal que le système judiciaire avait toujours le dernier mot. Numéro 10, la roue de la fortune. La roue de la fortune est exactement ce à quoi tu penses. Imagine une roue géante de bateau qui rate posée là, prête pour une démonstration brutale. On attachait une personne dessus et alors le supplice commençait. Les gens la frappaient à coups de marteau, la cognaient encore et encore, mais comme c'était l'époque médiévale et que tout était un spectacle, ils faisaient semblant que la personne était morte après la raclée. Ensuite, on soulevait la roue et on la faisait tourner pour que tous les spectateurs comprennent bien le message. Mais attends, ce n'est pas tout, parce qu'évidemment, il y a toujours plus. Une autre version de la roue de supplice consistait à la faire tourner pendant qu'on tendait des cordes en dessous. Cela créait un effet de torsion atroce, similaire au chevalet de torture, mais avec une touche littérale. Encore une façon horrible d'exhiber la punition dans le monde médiéval. Numéro 9, le chevalet de torture. Passons à quelque chose qui n'était pas intense ni rapide, mais lent et agonisant, le chevalet de torture. Celui-ci est étonnamment connu et a été introduit à la Tour de Londres vers 1420. Petite anecdote, apparemment, le duc d'Exeter l'appelait sa fille. Oui, c'est un peu bizarre, non? C'est comme ce type qui appelle leur voiture, elle. Un peu trop attaché à ta bagnole, mon pote. Du calme, le chevalet de torture était un dispositif simple mais horrible, ressemblant à un cadre de lit. On attachait les chevilles en bas et les mains en haut. Déjà, tu te retrouvais dans une position vraiment atroce. Il était horizontal et parfois, il l'ajustait même pour que tu te retrouves suspendu par les cordes. Ensuite, les cordes étaient lentement tendues, ce qui exerçait une tension intense sur tes muscles et tes articulations, les tirant dans tous les sens. On l'utilisait pour soutirer des informations et crois-moi, ça doit être l'une des pires choses au monde. Honnêtement, même si on te faisait des chatouilles comme ça, ce serait insupportable. Je n'ose même pas imaginer à quel point ça devait être horrible. Numéro 8, douleur forte et brutale. Imagine qu'on t'accuse d'un crime dans le passé et que tu refuses de dire si tu es coupable ou non. Pourquoi? Parce que tu sais que le système est truqué et que tu veux éviter le pire. C'est là qu'entre en jeu l'un des châtiments les plus horribles du Moyen-Âge. Voici comment cela fonctionnait, l'accusé était allongé et on plaçait une planche sur sa poitrine. Ensuite, on empilait des pierres lourdes sur la planche, une par une. Au fur et à mesure que le poids augmentait, il devenait de plus en plus difficile de respirer. On dirait un film d'horreur, non? Mais pourquoi endurer ça? Eh bien, il y avait une faille juridique. En ne plaidant pas coupable, l'accusé pouvait éviter un procès formel. S'il mourait écrasé, sa famille pouvait quand même hériter de ses biens. C'était un pari désespéré et sombre pour échapper au système. Ce châtiment a été officiellement aboli juste avant l'époque victorienne, mais son souvenir terrifiant est resté. Alors, la prochaine fois que la vie devient difficile, sois reconnaissant de vivre à l'ère moderne et de ne pas avoir à affronter ces punitions cauchemardesques. Numéro 7, le taureau de bronze. C'est probablement l'un des châtiments les plus horribles de cette liste. C'est tellement perturbant que cela apparaît même dans des films d'horreur comme Saw, ce qui prouve à quel point c'est terrifiant. En gros, c'était une gigantesque sculpture en bronze en forme de taureau, mais à l'époque médiévale,
C'était plutôt une énorme marmite fermée, assez grande pour qu'une personne puisse y entrer. Une fois que la victime était enfermée ou forcée à adopter une position dont elle ne pouvait pas s'échapper, on allumait un feu en dessous et tu peux probablement deviner ce qui se passait ensuite. La chaleur la faisait cuire vivante. Pour rendre cela encore plus grotesque, le taureau était conçu pour que les cris de la personne résonnent et ressemblent à son rugissement. C'est une image vraiment troublante et sans aucun doute l'une des formes de châtiment les plus glaçantes de l'époque. Numéro 6, la marque au fer rouge. Là, on ne va pas par quatre chemins. La marque au fer rouge était une forme brutale de châtiment réservée aux criminels les plus graves. Autrement dit, c'est assez clair que si on te marque, c'est que tu es déjà dans une très mauvaise posture. Ce châtiment consistait à brûler la peau du condamné avec un fer rouge, généralement en le marquant d'une lettre symbolisant son crime, comme le T pour voleur ou le M pour, eh bien, tu vois le genre. La marque était faite en public ou derrière les murs de la prison, et non seulement c'était incroyablement douloureux, mais cela servait aussi de stigmate permanent. Cette marque n'allait jamais disparaître et étiqueter à jamais quelqu'un comme criminel, le transformant en paria de la société. Heureusement, au milieu du 19e siècle, cette pratique barbare avait été progressivement abandonnée. Mais imaginez si les Victoriens voyaient le film Jackass. Ils auraient beaucoup à dire sur Bam Margera, à qui on payait pour se faire marquer. Comme les temps ont changé. Numéro 5, les asiles psychiatriques. Les asiles victoriens n'avaient rien à voir avec les centres de réhabilitation que nous connaissons aujourd'hui. C'étaient plutôt des endroits où finissaient tous ceux qui ne se conformaient pas aux strictes normes de la société. Si tu étais un peu rebelle ou même simplement trop bruyant pour tes voisins, tu pouvais te retrouver enfermé dans l'un de ces lieux lugubres et surpeuplés. Mais le problème, c'est que les conditions étaient vraiment terribles. Il n'y avait pas vraiment de traitement réel. Souvent, les gens étaient enfermés sans beaucoup de soins et les méthodes utilisées pouvaient faire douter de sa propre santé mentale même à la personne la plus calme. Il ne s'agissait pas d'aider les gens à aller mieux, mais plutôt de les cacher à la société, hors de la vue et de l'esprit. Imagine être traité comme un prisonnier dans un cachot, au lieu d'un patient dans un hôpital. C'était parfois aussi terrible que ça. Alors, si tu trouves que ta situation est difficile aujourd'hui, rappelle-toi qu'à l'époque victorienne, les choses étaient bien plus dures, surtout si tu ne rentrais pas dans le moule. Numéro 4, les châtiments corporels publics. Les châtiments corporels publics étaient une punition tristement courante à l'époque victorienne. C'était une manière dure et humiliante de traiter les criminels, souvent infligée avec un fouet ordinaire ou, si le crime était suffisamment grave, avec un fouet à 9 queues, un fouet à multiples lanières qui provoquait une douleur intense. Cette punition ne se limitait pas à la douleur. Elle était censée être un spectacle public. Cela se déroulait sur les places publiques afin que les gens puissent assister à la punition et, avec un peu de chance, se dire « je ne veux pas que ça m'arrive » et ainsi éviter les ennuis. En général, la personne était attachée à un poteau, dénudée jusqu'à la taille et fouettée un nombre précis de fois selon la gravité de l'infraction. Les cicatrices physiques étaient un rappel, mais pire encore était la stigmatisation d'avoir été puni devant toute la communauté. Avec le temps, à mesure que les opinions sur la punition corporelle ont commencé à évoluer, la flagellation publique a fini par être considérée comme une barbarie et a pratiquement disparu à la fin du 19e siècle. Numéro 3, la honte. L'humiliation publique était l'une des punitions courantes à l'époque victorienne et, honnêtement, même avant. Imagine qu'on vous attrape pour un délit mineur, comme voler quelque chose ou causer des troubles publics. Au lieu de simplement purger une peine ou de recevoir une amende, on vous mettait une grande pancarte indiquant ce que vous aviez fait de mal. Ensuite, on vous promenait en ville pour que tout le monde le voie. Ou, si vous n'aviez pas de chance, vous pouviez finir dans le pilori sur la place du village. On vous obligeait à rester dans une position inconfortable pendant que les habitants du village, des enfants ou personnes âgées, se relayaient pour se moquer de vous. Et ils ne se contentaient pas de vous fixer du regard, ils vous lançaient des pierres, des tomates ou pire encore. Il ne s'agissait pas seulement de vous faire regretter ce que vous aviez fait, mais aussi de donner à tout le monde une leçon sur ce qui pouvait arriver si l'on enfreignait la loi. Cette punition transformait les délinquants en exemples publics de moralité et, bien sûr, offrait beaucoup de divertissement à la foule. Honnêtement, ça te fait relativiser les punitions modernes. Une amende de stationnement? Ce n'est pas si terrible comparé à être promené dans le village ou à se faire bombarder de tomates. Numéro 2, les coups de fouet.
Épargne la baguette et gâte l'enfant peut sembler être une expression qu'on entend encore aujourd'hui, mais à l'époque victorienne, on a poussé à un extrême inquiétant. Les coups de fouet n'étaient pas seulement une punition légère, c'était une véritable torture. On attachait souvent les gens et on les fouettait avec un nombre précis de coups de lanière qui pouvaient laisser des cicatrices permanentes. Ce n'était pas réservé uniquement aux criminels endurcis. Même les membres les plus vulnérables de la société pouvaient recevoir une bonne correction pour avoir dépassé les limites. Les soldats ou marins qui désobéissaient aux ordres n'y échappaient pas non plus. L'idée était qu'une bonne raclée réglerait n'importe quel problème moral ou disciplinaire, aussi grave soit-il. Ça paraît brutal, non? Mais c'était ça, la justice à l'époque victorienne. S'assurer que la punition soit à la hauteur du crime, puis ajouter une petite dose d'humiliation publique, juste au cas où, histoire de bien te faire réfléchir avant de recommencer à mal te comporter. Numéro 1, la manivelle. La manivelle a l'air facile au début, mais laisse passer un peu de temps et tu verras à quel point c'est difficile. Les prisonniers devaient souvent effectuer des travaux forcés, comme casser des pierres ou faire tourner une machine à manivelle. C'était une manivelle que les condamnés devaient actionner des milliers de fois par jour, souvent sans autre but que de les punir. C'est un peu comme ces vieilles voitures où il fallait baisser la vitre à la main. Ça prenait une éternité et on transpirait tout le temps en se demandant « Pourquoi je fais ça ?» Un exemple est Oscar Wilde, qui a été condamné à 2 ans de travaux forcés pour outrage à la pudeur. Son temps en prison, en particulier les travaux forcés, a vraiment affecté sa santé et sa capacité à écrire. La manivelle semble être le pire. Au moins avec le tapis roulant, on devenait un peu plus fort avec le temps, donc il y avait une certaine récompense. Mais avec la manivelle, on tournait simplement sans réseau. Peut-être qu'un bras se renforçait, mais le reste ne faisait que s'user. Quelle horreur! Comme nous l'avons vu, l'histoire est pleine de punitions brutales dont le but était d'inspirer la peur et de maintenir le contrôle. Ces méthodes montrent jusqu'où certaines sociétés étaient prêtes à aller pour faire respecter leurs lois. Heureusement, avec le temps, les systèmes de justice ont évolué pour devenir plus humains. Mais ces châtiments effroyables restent une part sombre de l'histoire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.